Quelle voiture de sport à moins de 30 000 euros? C'est le jeu, nous sommes à Rétromobile, chers petits observateurs, dans le hall 4, les voitures à moins de 30 000. Et on avait envie avec Alexandre Guérard de trouver une voiture un peu décalée, de sortir un peu toujours voilà, des standards. Et on a vu cette Nissan 300ZX Gold. Et on s'est dit, mais oui, ça, il y a quelque chose. Ça va, Alexandre? Bonjour Renaud, bonjour PEA. Et oui, c'est ça qu'il nous faut en fait. Voilà, nous. Ah, une voiture complètement décalée qu'on croise pratiquement jamais sur nos routes. Pourtant, elle a été vendue en France, hein, mais alors pas exactement dans cette version, mais on reconnaît c'est la même carrosserie, mais il y avait des subtilités. Il y a un petit observateur qui était venu nous présenter la sienne en rouge, vous pouvez retrouver sur la chaîne. On les voyait beaucoup en rouge, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a une version en fait qui vient du Québec, hein, qui est en châssis court. Voilà, donc c'est une 2 places pour les amateurs de ces 300ZX. Là, beaucoup étaient en 2+2 avec 2 petits sièges à l'arrière, mais ça c'est une 2 places qui est un petit peu plus sportive, on va dire, qui est en boîte mécanique aussi, parce que c'était beaucoup vendu en boîte automatique. C'était une voiture, bon, ils en ont vendu au Japon, ils en ont vendu essentiellement aux États-Unis. Je me souviens qu'à l'époque, alors la version qui était plus vendue chez nous, c'était la turbo, ça c'est une Atmo. Mais une turbo, ça valait le prix d'une 944 turbo, c'est-à-dire qu'on était dans un horizon de prix qui commençait à friser les 280 000, 300 000 francs avec quelques options. Donc c'était quand même une voiture qui était positionnée assez haut de gamme en fait. Et qui manquait d'image, c'est ça qui est terrible. Parce que moi, 30 ans après ou 40 ans après, je ne sais plus de quelle année elle est, je suis épaté de 1990. voir. On a l'impression que c'est vraiment les Japonais, que c'est très très bien construit, quoi. Tu vois, tu te dis, ah ouais, là on a l'impression que la voiture, tu vois, on voyait des Alphas tout à l'heure avec tout le respect pour les Alphas. Là, on sent qu'il y a un vrai souci de qualité, l'ouverture de portes, les sièges. Tous les joints ne sont pas là pour faire de la décoration, tout est épais. Il y a un souci de sécurité, hein, donc pourquoi il y avait le Targa mais en 2 parties avec le T-bar ici, ça c'est très très américain, parce que vous voyez il y a une structure de renfort même ici dans la portière qui fait que bon, on pouvait garantir en cas de retournement une certaine sécurité, etc. Ça c'était des arguments importants pour le marché américain, peut-être un peu moins important chez nous. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi dans cette voiture, c'est que finalement, je veux dire c'est une voiture du Pacifique. De l'océan Pacifique. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, elle a des influences des 2 côtés du Pacifique, c'est-à-dire c'est à la fois la Californie et le Japon, parce qu'ils en sont fans au Japon. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques mois et il y a un vrai culte autour de ces voitures au Japon aujourd'hui. Voilà. Là où il y en a le plus, c'est aux États-Unis. Elle a été faite en visant le marché américain, c'est-à-dire ce que j'évoquais, la sécurité, un certain confort. C'est pas très loin d'une Corvette C4 à l'intérieur, c'est-à-dire que quand on est dedans, on est assis relativement bas. On a des sièges qui sont très confortables, qui sont souples, qui sont enveloppants. On a ces petits commodos, c'était à l'époque de la recherche d'ergonomie d'avoir. Ouais. Alors les citroënistes là vont dire, mais oui, c'est vrai que c'est Citroën, hein, la CX, la GS, etc. Des petits commodos avec tout au bout des doigts. Vous voyez, du coup, il n'y a rien sur la console centrale. Il n'y a pas ici, à part les clignotants, il n'y a pas d'autres commodos ici. Maintenant, on a 3 ou 4 commodos de chaque côté du volant. Voilà. C'est le début des touches sur le volant, mais c'est juste pour le cruise control. Là aussi, on est dans l'esprit américain. Donc, on sent que c'est une voiture qui est extrêmement confortable, qui est très spacieuse aussi, qui est faite pour des grands gabarits sans problème, et avec un coffre géant pour ce type de voiture. Là, je pense que les Porsche, les 924 ou les 944, il faut l'ouvrir de l'intérieur. Tu crois? Je ne sais plus où c'est. Elles sont battues parce que ces coffres-là, en fait, non, c'est pas ça. On cherche l'ouverture du coffre, on n'a pas répété. Et donc, un coffre qui est assez géant. Alors, on peut y mettre, bien sûr, les petits toits Targa vitrés qui ont leur housse chacun. Et on a un tandelet aussi, si on a besoin. J'adore, moi, pour cacher les bagages, ils ont pensé. Non, mais là, c'est le coup génial, parce que vis-à-vis de ta femme, tu peux dire, mais regarde, on peut partir avec beaucoup de choses. On part en vacances sans les enfants, mais on part en vacances. Non, mais d'habitude, c'est la punition. Voilà. Là, il y a une place forte. On va jeter un œil. Il y a quand même un V6 de 333 chevaux, hein, je crois. Il y a un beau V6, ouais. Mais j'ai une question, Alexandre, quand même. J'imagine que beaucoup de gens se posent. Est-ce que pour un Français, voire un Européen, ça reste des voitures exotiques? Est-ce que finalement acheter une voiture comme ça, là, je vois qu'il la vend 29 500, est-ce qu'on prend un certain risque par rapport à l'entretien, les pièces? Je parle nous qui ne sommes ni américains ni japonais,
Ou est-ce qu'au final, c'est une voiture comme les autres? Et toi, parce que j'imagine qu'on ne demande pas tous les 4 matins d'émission sur ce genre de voiture, comment tu les appréhendes? Toi, quelqu'un, je te dirais, je vais acheter ça, tu me dirais, wow, franchement. Franchement, le seul petit casse-tête peut être que éventuellement, tu peux attendre des fois peut-être un petit peu de commander une pièce que tu n'auras pas en stock en Europe et que tu vas commander par exemple aux États-Unis. Ça peut être une raison de se dire, ok, si tu vas chez Porsche, tu vas trouver probablement toutes les pièces en 48 heures chez Porsche ou les spécialistes de pièces Porsche. Et sur une 300ZX, je pense que tu ne vas pas avoir de problème de pièces parce qu'il y a eu quand même une bonne fabrication. Simplement, le parc automobile, donc les voitures vendues et roulantes, il n'est pas en Europe. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à aller regarder sur des sites américains ou voir d'ailleurs japonais parce que le yen n'est pas cher si on a besoin de commander des choses qu'on ne trouve pas en courant chez nous. Mais ce n'est pas une voiture de petite série non plus, donc voilà, il n'y a pas de... Mais quelqu'un qui veut acheter ça, donc tu ne lui déconseillerais pas, tu dirais maintenant sachez ce que vous achetez dans le sens en termes de disponibilité, quoi. Non, voilà, c'est ça. Non, l'écueil, il peut être plus dans la typologie de la voiture, ce n'est pas une voiture de sport. C'est une voiture, une grosse GT, c'est une belle GT, routière, confortable, etc. Voilà. Après, il y avait les versions Twin Turbo, ça c'est une Atmo, donc les versions Twin Turbo sont plus performantes, etc. Mais je me souviens néanmoins des comparatifs de l'époque avec des Porsche 944 Turbo où, en termes de tenue de route, de précision, etc., ce n'étaient pas des réglages qui étaient faits dans la même optique, par exemple, que Porsche. Voilà, donc, mais par contre, pour une voiture polyvalente qui peut faire des longues distances, qui est confortable, qui a un joli son de moteur, parce que bon, on est quand même sur un V6, on n'est pas sur un 4 cylindres, là c'est sympa. Je pense qu'on en a pour son argent et puis on a de l'exotisme. Tu m'étonnes. Et elles ne sont pas moins chères aux États-Unis d'ailleurs, parce que par curiosité, si on dit que c'est 30 000 € dans cet état-là, mais pour 30 000 $, tu n'en trouves pas une forcément aussi belle aux US aujourd'hui, parce qu'elles sont recherchées là-bas aussi, elles ont une vraie cote. Hein. Puisque je t'ai sous la main, une peinture comme ça, façon Goldfinger, c'est un plus, c'est un neutre ou c'est un moins? Pour moi, c'est un plus à la fois à l'achat si on aime et à la revente le jour où on veut changer, parce que bon, c'est vrai qu'on les voyait beaucoup en rouge, on les voyait aussi en blanc, on les voyait parfois en noir. Je dirais que c'était peut-être en Europe ces 3 couleurs-là qu'on voyait le plus souvent à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Là, effectivement, on a une couleur qui claque un peu, qui change un petit peu, qui va bien en plus à la silhouette de la voiture, parce que bon, c'est une voiture qui a beaucoup de petits découpages comme ça graphiques et finalement ça lui va bien d'avoir une couleur claire, elle vit je trouve pas mal. Dernière chose, mais ça je pense que les plus grands petits observateurs le savent, les phares à l'avant, on le sait, hein, mais ils ont été repris sur une Lamborghini Diablo, la fin de vie de la Lamborghini Diablo quand elle avait plus les phares escamotables, là, les Diablo SV par exemple. Voilà. Ils prenaient ce bloc et l'a mis. Voilà. Et j'aurais tendance à dire, mais à vérifier, peut-être aussi les Esprits, les Lotus Esprit en V8, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres phares comme ça disponibles à l'époque. Et homologuer un phare, ça coûte très cher sur une petite série. Donc, en général, on allait les prendre chez les grands constructeurs. Mais voilà, c'est une jolie voiture. Et alors, celle-là est vraiment dans un état remarquable. Vous pouvez la retrouver vraiment remarquable. Sur le site Sportwagon. Voilà, vous demandez Jérôme. Il a son site et ils vendent pas mal de voitures. Ils sont là chaque année. Oui, ils sont là chaque année. Plusieurs fois. Et c'est vrai que celle-là est intéressante. Moi, j'aime bien. Donc, on continue la balade dans le hall 4 sur les voitures à moins de 30 000. Abonnez-vous à POA, c'est important. Ciao.